le fils d'Agatha Moudio, chapitre 11 et fin. Quant à Agatha, elle revint au village quelques 2 semaines après sa fuite, un soir. Elle revint alors que personne n'en avait été prévenu. Agatha était ainsi. Je me disposais à partir le lendemain matin avec mes compagnons pour les pêcheries de l'estuaire. La grande saison battait son plein. Agatha rentra, plus intelligente que lors de son départ fracassant de l'autre soir. Elle vint me faire des excuses, et m'étonna parce qu'elle alla également en faire à Fanny. Quelle nature, me dis-je. C'était vraiment difficile de savoir par quel bout prendre cette femme-là. Nous parlerons de tout cela plus tard, à mon retour, lui répondis-je. Et le lendemain matin, je partis respirer l'air marin et le vent chargé de gouttelettes. C'est vrai qu'Agatha est revenue hier soir? Me demanda Ekeke. Qui te l'a dit? Ripostai-je. Je ne voulais pas aborder ce chapitre de ma biographie avec mon cousin, car il ne s'était pas montré meilleur que les autres gens à mon égard lorsque des versions plus ou moins fantaisistes de la fuite d'Agatha s'étaient mises à courir dans la rue de notre village. Qui me l'a dit? Je suis enfant de ce village, que crois-tu? Je suis au courant de tout. Et puis, les femmes, elles savent tout, elles aussi. Ah bon, je comprends. Ta femme est allée puiser de l'eau à la borne fontaine ce matin. Je dis cela avec un peu de méchanceté dans la voix, car vous n'ignorez pas que mon cousin Ekeke n'était pas encore marié. Ne te fâche pas, frère Laloy, me dit-il. Si ta femme est revenue, c'est notre joie à nous tous, autant que je sache. Les autres, dans la pirogue, acquiescèrent, prétendant que je n'avais pas le droit de les priver d'une nouvelle qui les regardait de près. Ils paraissaient sincères. Le climat amical persistait donc, et ce fut à moi de leur demander d'excuser ma mauvaise humeur matinale. Tu sais, dis-je à Ekeke, quand tu seras marié, tu comprendras ce que c'est. Tu perdras peu à peu ta gaieté naturelle, surtout si tu as 2 femmes chez toi, dit Eyango. 2 femmes chez toi, mon frère, c'est ta mort à plus ou moins brève échéance. Je me demande ce qui pourrait bien me passer par la tête pour m'obliger à épouser plus d'une femme. Ce doit être si difficile déjà, la vie avec une seule. Ils étaient 3 célibataires dans la pirogue, nous étions 3 hommes mariés, et j'étais seul à avoir 2 épouses. Je ne vois pas ce qu'il y a de si difficile dans le mariage à 2, corrigea Ebumbu. Depuis que je suis marié, je ne vois pas une grande différence d'avec ce que j'étais auparavant. Toi, tu ne vois pas, dit Eyango, mais nous voyons bien la différence. Tu travailles, aujourd'hui, bien plus que tu ne le faisais auparavant. Des rires fusèrent de la proue à la poupe, tandis que les pagaies cessaient un moment de creuser l'eau du fleuve. Oui, c'est vrai, frère, insista Eyango. Ne te fâche pas, mais rappelle-toi le nombre de parties de pêche auxquelles tu participais chaque année, lorsque tu étais encore célibataire. Tu étais absent les 3/4 du temps. Et tu vivais de quoi? C'est vrai que tu n'étais pas un mendiant, mais tu allais souvent manger chez ton oncle, ou chez ta tante, ou chez un ami ou chez un autre, sans dépenser un sou, tout comme font les vieux. Tandis que maintenant, tu viens avec nous chaque fois que nous partons, et tu as de l'argent pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta femme. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire que le mariage force l'homme à travailler? Mais alors, dit Ebumbu, pourquoi êtes-vous contre le fait d'épouser plusieurs femmes? C'est une bonne question que tu viens de poser là, frère, dis-je. Nous ne sommes pas contre le mariage avec plusieurs femmes, rectifia Ekeke. Nous ne saurions aller délibérément contre une pratique tout à fait courante chez nos ancêtres. Moi, je pense seulement que ce doit être assez difficile de nos jours, de mener une telle vie, sans compter que cela force à travailler encore davantage. Pensez donc, entretenir 2 ou 3 femmes. Aujourd'hui, le temps et la proximité de gens sachant vivre ont donné à mon raisonnement une certaine dose de civilisation. Je considère le travail comme une chose bonne et utile. C'est, je l'avoue, une tournure d'esprit que l'homme n'a pas naturellement. La tendance naturelle est de considérer le travail, non sans justesse d'ailleurs, comme une chose simplement fatigante. Telle était ma conception d'alors, et c'est pourquoi je comprenais si bien les réflexions de mon cousin Ekeke. Mais si tant est que le mariage force l'homme à travailler toujours davantage, et si l'on décrète une fois pour toutes que le travail est une bonne chose, alors on ne peut qu'encourager les hommes à épouser le plus de femmes possible. Et s'il est, en ce monde, des femmes qui continuent à croire qu'elles sont nées pour avoir leur mari à elles toutes seules, il faut tout faire pour les rallier à l'opinion selon laquelle le mariage, avec un homme au centre de plusieurs femmes, est une chose d'utilité publique. Mes ancêtres ont, en inventant la polygamie franche et admise par tous, pensé à tout le bien que pouvaient en tirer les sociétés modernes. J'entends aujourd'hui des hommes et des femmes qui leur reprochent cette initiative, et pourtant, je ne vois pas de société humaine, si élevée soit-elle dans la civilisation, où ne s'appliquent plus ou moins fidèlement les principes de mes ancêtres.
La monogamie n'existe nulle part au monde, et je suis fier à la pensée que dans notre modeste village, ignoré des grandes sociétés du reste de la Terre, elle était, depuis bien longtemps déjà, loin d'être la règle. Il est vrai que ceux qui inventèrent la polygamie, du temps heureux où mes ancêtres ne connaissaient guère le temps, ne pensaient pas à travailler davantage, et c'était normal. Le temps et le travail sont des notions si voisines que l'on ne peut, sans risque de faux calcul, penser à l'un sans lui associer l'autre. Or le temps n'existait pas, ou si oui, il avait la valeur d'une journée de soleil, à laquelle correspondait le travail nécessaire aux besoins de la journée. Ce sont les temps modernes qui ont apporté, comme conséquence de la polygamie, un surcroît de travail pour l'homme. Nous ramions doucement vers l'estuaire du Wouri. Matin tropical, chaud et humide à la fois, rien à voir avec les pays dits tempérés. Et voilà que mon cousin Ekeke, c'est vrai qu'il était allé à l'école, et qu'il y avait appris plus d'une chose, voilà qu'il nous parlait, à nous, en utilisant des termes que je ne devais retrouver que plus tard, dans la bouche de gens sachant vivre, ou vivant à l'européenne, comme vous voudrez, entretenir 2 ou 3 femmes. Disait-il. Il ne s'agit pas de les entretenir, dit Ebumbu à mon cousin, il s'agit simplement de leur donner la chance de mener une vie de femme, être dans un foyer, y faire des enfants pour la continuation nécessaire de l'espèce humaine et les élever de la meilleure manière possible. Qu'est-ce qu'une femme, selon toi? Une épave traînant dans les rues, ou un piquet à l'angle d'une maison, tentant de retenir n'importe quel homme passant par là? Non, ce n'est pas ce que moi j'appelle une femme. Et tu sais, cela n'arriverait pas si chaque homme épousait plusieurs femmes à la fois. C'est pourquoi, frère la loi, je te félicite de n'avoir pas laissé Agatha sur le chemin où elle avait failli s'engager, et de nous avoir tenu tête quand nous manifestions notre désaccord à te l'avoir épousée. Pour un aveu, me dis-je, en voilà un qui m'étonne. Merci, répondis-je à Ebumbu. Mais je me demande pourquoi tu ne m'avais pas montré à ce moment-là que tu étais d'accord avec moi. Tu sais, me dit-il, dans une telle affaire, il faut toujours savoir faire comme tout le monde. La question était encore chaude. Comment pouvais-je m'introduire ainsi, alors que tout le monde était contre toi? Sache simplement que personnellement, je ne t'ai jamais désapprouvé. C'était la première fois qu'un aveu aussi franc m'était adressé. Je me dis que ce ne serait sûrement pas la dernière, pourvu qu'Agatha ne recommença pas à décevoir tous ceux de chez moi qui, au fond d'eux-mêmes, me donnaient raison de l'avoir épousée, malgré les apparences. Lorsque nous rentrâmes de la pêche, la grande nouvelle qui nous attendait vint à notre rencontre sur le rivage. Une lettre était arrivée de Mokolo, annonçant que les prisonniers n'avaient plus que 6 mois environ à passer loin de chez nous. À présent, tout le monde comptait les jours les uns après les autres. On va les revoir, ceux qui étaient partis un matin, menottes au poignet, et qui n'étaient pas revenus. Pendant leur absence, le roi Salomon leur avait de temps en temps écrit, afin de les mettre au courant de ce qui se passait dans nos villages. Nous n'avions aucune certitude qu'ils aient jamais reçu ces lettres du roi. Si oui, ils étaient préparés aux surprises qui les attendaient. Autrement, nous craignions tous un peu que leur retour ne fût plus ou moins mouvementé. Je rentrai chez moi, et là, j'eus la surprise de trouver mes 2 épouses en parfait accord. Je me rappelai alors le geste d'Agatha lorsqu'elle était allée demander pardon à Fanny qui, de son côté, avait reconnu ses propres fautes. Maintenant, apparemment, elles s'entendaient toutes les 2 comme des sœurs. J'en éprouvai une certaine joie, car il faisait une chaleur telle que j'eusse certainement mal supporté une querelle à mon retour. Ce jour-là, au lieu que chacune d'elles me demandât avec insistance d'entrer chez elle et de dîner chez elle avant de mettre les pieds chez la voisine, au lieu de tout cela, je fus surpris d'apprendre que nous allions dîner tous les 3 ensemble. Quel changement! Pensai-je. J'étais si heureux que j'en oubliais les femmes d'Etoka, celles-là qui s'étaient mises à s'entendre si bien que leur mari commun en devint la risée de toute la région. Mais je n'étais pas encore au bout des surprises. En effet, le soir du même jour, Agatha vint me voir dans ma chambre. Elle s'assit sur mon lit sans y avoir été invitée, et m'annonça tranquillement. « Tu sais, la loi, j'attends un enfant. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» demandai-je en m'asseyant. « Je te dis que tu vas être le père d'un garçon. Comment sais-tu que ce sera un garçon? Parce que j'ai rêvé que ce serait une fille. Quand une femme rêve qu'elle attend une fille, c'est sûr qu'elle va avoir un garçon. C'est toujours ainsi que les choses se sont passées quand ma mère attendait un enfant. Elle rêvait qu'elle aurait un garçon et elle avait une fille. Chaque fois, la même chose se reproduisait. Nous eûmes alors, Agatha et moi, une longue conversation, résumant et clarifiant la situation depuis la date où elle s'était progressivement détériorée. Faites-moi grâce de ces conversations entre époux. Le plus important de tout cela, c'était, naturellement, la nouvelle qu'Agatha venait de m'annoncer. Dès le lendemain matin, j'allais trouver le roi Salomon. Agatha attend un enfant, roi. Mais chut,
ne le répète à personne. Voilà qui est bien, et qui vient juste à temps, puisque son père va bientôt rentrer. Cela lui fera une double joie, trouver sa fille mariée, et un enfant. Si, en plus, elle a la bonne idée de mettre au monde un garçon, tout le village va se ranger derrière toi. Fils, tu verras. Je t'ai dit de regarder devant toi, pas derrière. Tu vois ce que je t'ai toujours répété? Le roi Salomon s'excitait. C'est beau tout cela, lui dis-je, mais il reste que ma Médie ne peut pas sentir la présence d'Agatha. Si tu pouvais aller lui parler, et lui annoncer ce qui va arriver, ce serait sans doute une bonne chose. Bien sûr, ce serait une bonne chose, assura le roi. Il alla trouver ma Médie et lui parla. Le résultat fut immédiat et inattendu. Elle attend un enfant? Demanda ma Médie. Un enfant pour mon fils? Un véritable enfant pour mon fils? Voilà qui change tout. J'aurais tort de rester sur mes positions ainsi, alors que la situation a changé. Je suis heureuse, roi, je suis heureuse. Elle sortit de chez elle en courant, et vint me trouver. Cette brave femme n'aura jamais sa pareille dans ma vie. Fils, me dit-elle, ce n'est rien, ce que tu m'as fait. Si le ciel veut que ta désobéissance te porte bonheur, ce n'est pas à moi d'aller contre, je n'ai qu'à m'incliner, et je partage ton bonheur. Que dis-je? Tout ton bonheur, c'est le mien à moi. À partir d'aujourd'hui, je me mets à la disposition de ta femme pour l'aider dans ses travaux domestiques, et je la considère désormais comme ma propre fille. Un enfant, c'est toujours précieux. J'appelai Agatha, qui fut toute heureuse d'apprendre que ma Médie lui pardonnait de m'avoir pourchassé jusqu'à m'avoir. Toutes les deux s'embrassèrent. J'en fus tout ému. Fanny aussi était venue assister à la réconciliation. Nous étions tous très heureux. Je remerciai ma Médie en l'embrassant, comme du temps où je n'étais encore qu'un petit garçon. Puis j'entrai dans ma chambre, et lui apportai tout ce que j'avais économisé pour elle depuis qu'elle me boudait et refusait toute aide financière de ma part. Le cœur joyeux, je reprenais ainsi un nouveau départ dans la vie. Pourtant, cette joie intense ne voulait nullement dire que tout était terminé, et que je n'aurais plus de soucis. Une grossesse, dans notre village, ce n'était jamais simplement l'affaire d'une seule personne. Ma Médie alla aussitôt chez la mère Mauvergard et lui parla à voix basse. Quoi? Elle attend un enfant, cette petite-là? Et depuis quand attend-elle un enfant? Depuis quand? Je n'en sais rien. Ce n'est tout de même pas Salomon qui pourrait me dire depuis quand ma bru attend un enfant. Il faut qu'on voie ça de près, dit la mère Mauvergard. Toi, Médie, tu te laisses trop facilement embobiner. Et si cette petite a forgé un mensonge, dans le seul but de te rallier? Tu vas croire ça, comme quelqu'un qui l'aurait vérifié? Nous devons vérifier la chose avant de dire quoi que ce soit, et surtout avant de nous réconcilier avec notre fils la loi. Écoute, regarde, un enfant, c'est une chose que l'on ne peut pas inventer. Une grossesse se verra toujours si elle est réelle. Pourquoi veux-tu donc qu'on aille vérifier maintenant un fait que nous aurons le loisir d'analyser pendant des mois, d'ici quelque temps seulement? Je n'en trouve pas la nécessité. J'insiste, parce que je sais par expérience qu'on ne doit pas admettre les choses ainsi. Je sais ce que je dis. J'ai comme un pressentiment qu'il y a à prendre et à laisser dans toute cette histoire. Enfin, quoi, Médie? Cela ne te semble pas bizarre? Une fille comme elle attend le retour de son mari pour lui annoncer qu'elle va avoir un enfant. Cela te paraît tout naturel, à toi? Que veux-tu dire? Je veux dire que si elle attendait un enfant, elle l'aurait crié de par le village, afin que tout le monde sache que, malgré tout ce qu'on a pu dire d'elle, elle n'est pas une femme stérile. Ah, bon, tu me rassures. Comment? Je te rassure? Alors que je te répète que moi-même je ne suis pas tranquille de voir le canal suivi par cette histoire. Toi tu me dis que je te rassure? Je te répète qu'il faut faire quelque chose, pour voir si tout cela est exact. Alors, elles invitèrent 2 autres femmes, de celles qui ne racontent jamais ce qu'elles ont dans le cœur, ce qui veut dire qu'elles savent garder un secret. Elles leur dirent ce qu'elles venaient d'apprendre, et naturellement, la mère Mauvergard s'ingénia à leur faire comprendre combien il était nécessaire d'être prudent. Je n'ai qu'une confiance limitée en de telles déclarations, surtout quand elles viennent d'une fille de son genre, leur avoua-t-elle. Aussi, avons-nous le devoir de visiter Agatha. Ma Médie vint elle-même l'appeler pour cela. Elles s'enfermèrent avec elle dans une pièce sombre, la déshabillèrent, et l'inspection commença. Dans l'obscurité, elle lui examinait la surface du ventre dans les moindres détails. Je me demande encore ce qu'elle pouvait bien y voir, devait me dire Agatha plus tard. Elle ne lui posait aucune question. Elle se contentait d'aller, elle-même, dans une pièce voisine,
se concertaient à voix basse chaque fois que l'une d'entre elles avait découvert quelque chose. Agatha ne pouvait pas comprendre ce que disait leur chuchotement traversant le mur mince qui séparait les deux pièces. Drôle d'examen, pensa Agatha. Personne ne la palpa, personne ne la toucha du doigt. Elle devait avoir des yeux spéciaux pour vérifier qu'il y avait en effet un embryon dans ce ventre. Puis elles demandèrent à Agatha de se rhabiller, ce qu'elle fit aussitôt. Si tu savais combien j'étais gênée. Il y avait de quoi. 4 vieilles qui viennent vous regarder la peau du ventre dans l'obscurité d'une salle où seules elles peuvent y voir clair, et qui s'en vont ensuite murmurer à côté ce qu'elles ont vu ou n'ont pas vu, ce qu'elles pensent ou ne pensent pas. À la fin de l'inspection, 3 visages sur 4 vinrent dire à Agatha que c'était terminé, pour l'instant, mais il y a encore d'autres précautions à prendre. 3 visages. Le 4e, celui de la mère Mauvergard, restait enfermé dans un scepticisme, d'où la sérénité de ma femme elle-même ne réussit pas à le sortir. Mais cela nous parut normal, tant il était rare qu'une grossesse, dans notre village, rassemblât autour d'elle l'unanimité des opinions. Que la mère Mauvergard continuât à regarder d'un mauvais œil le fait que ma seconde femme allait avoir un enfant, cela ne nous étonnait guère. Nous savions que cette femme-là n'aimait pas du tout l'accroissement subi par la population de notre village depuis un certain temps. Souvenez-vous de la joie de ma Médie le jour où la mère Mauvergard avait appelé Fanny pour la bénir, ainsi que nous disions en souriant. C'est qu'il était rare que la vieille sorcière prît ainsi quelqu'un sous sa protection. Ma fille, lui avait-elle dit, tu auras beaucoup d'enfants. Et Fanny avait commencé par me faire un enfant naturel. Tant pis, me dit ma Médie en pensant à la mauvaise humeur de la mère Mauvergard. Tant pis, je suis sûr que ce n'est pas elle qui a raison. Et puis, on pourra toujours la rendre souriante, si on lui donne quelque chose. C'est ainsi que, 2 jours après, je dus aller trouver la mère Mauvergard, pour lui remettre un petit cadeau, du tabac, du sel de cuisine, un foulard multicolore et une pipe en terre cuite. Avec tout cela, elle allait annuler les effets du sort qu'elle n'avait sans doute pas manqué de jeter sur Agatha. « Merci, merci, fils, me dit-elle. Tu restes le bon petit garçon que nous avons toujours connu. Je ne t'en veux plus, je n'en veux plus à ta femme Agatha non plus. Mais cette nuit, j'ai rêvé d'elle. Il va falloir faire venir quelqu'un pour l'examiner, car j'ai l'impression que sa vie est mal partie. Faire venir quelqu'un? C'est donc grave? Peut-être pas, mais je ne sais quelle herbe pourrait la sortir de là. La sortir de là? C'est donc grave? Mère regarde, dis-moi, tu sais qu'elle attend un garçon. Tais-toi, fils. Qui t'a dit qu'elle attend un garçon? Et puis, qui t'a dit qu'on crie si haut ces choses-là? Va, toi, tu es un homme, c'est le genre d'affaire qui ne te regarde pas. C'est à nous autres de nous en charger. On fit venir quelqu'un, et le féticheur trouva facilement l'herbe magique qui conjurait le sort qui s'était abattu sur Agatha, pour je ne sais quelle raison précise. Pourtant, malgré tout cela, la mère Mauvergard n'arrivait pas à se départir de sa réserve au sujet de la grossesse de ma femme. Il est des gens comme ça, qui ont une idée fixe, et qui la gardent précieusement jusqu'au jour où elle se révèle ou vraie ou fausse. Cette vieille sorcière aux 4 yeux, décidément, devait penser à quelque chose de difficile à exprimer. Son attitude créa une atmosphère pessimiste qui, peu à peu, m'enveloppa, ne me laissant pas sans crainte au cours des mois suivants, où, pourtant, les dimensions abdominales d'Agatha, prenant des proportions qu'on ne leur connaissait pas jusque-là, démontraient nettement que ma femme attendait un enfant. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, se demandait chacun de nous. Et comme personne n'arrivait à trouver ce qu'avait la mère Mauvergard, je finis par me dire qu'il se pouvait aussi bien qu'elle n'eût rien du tout, et je cessai progressivement de me faire du souci à son sujet. Des mois passèrent, pendant lesquels ma Médie resta littéralement au service d'Agatha, à tel point que Fanny trouva un jour à dire que pendant sa grossesse à elle, ma mère ne l'avait pas aidée autant. Les femmes voient toujours le bien qu'on ne leur a pas fait. Comme si une aide plus accentuée de ma mère eût pu éviter à Fanny de me faire un enfant naturel. Le jour où un télégramme nous arriva de Yaoundé, nous annonçant que les déportés y étaient déjà arrivés, et qu'il ne leur restait plus qu'à prendre le train pour descendre à Douala, chacun se mit à se préparer pour leur prochain retour. 2 jours après, nous nous rendîmes tous à la ville, à la gare, pour y attendre le train venant de la capitale. Le retour des prisonniers fut quelque chose d'émouvant. Ce fut une joie sans borne de se retrouver, mais, en même temps, ce fut une peine non moins grande de constater que le nombre de nos hommes avait diminué depuis leur départ pour les lointaines régions du Nord Cameroun. Andalé était là, le cœur battant. Que allait dire son mari en rentrant? Elle n'était pas seule à avoir gagné un enfant en perdant momentanément son mari, mais c'était elle qui avait le plus peur, connaissant bien le caractère violent de son époux. Quand je dis qu'elle l'avait perdu momentanément, le sort, lui, ne l'avait pas compris ainsi. Il est mort à Mokolo, nous annonça Théon.
Les pleurs redoublèrent encore lorsqu'on nous apprit que le chef Mbaka, ainsi que l'oncle paternel d'Agatha, y étaient morts également. Point, si nous sommes encore en vie, dit EYK, le mari de la mère Regard, je me demande encore comment cela se fait. Si vous saviez quel mauvais traitement ils nous ont fait subir là-bas, pendant 4 années qui n'en finissaient plus. Ils nous révélèrent qu'ils n'avaient jamais reçu une seule des lettres du roi Salomon. Aussi, quand nous rentrâmes dans nos villages respectifs, la première chose fut-elle de nous réunir, afin de tenir les nouveaux arrivants au courant de ce qui s'était passé en leur absence. Inutile de dire qu'il fallut un certain temps pour faire admettre à ces gens-là que l'oncle Gros-Cœur, qui avait causé leur emprisonnement, ne resta plus au ban de notre société. Mais mon oncle avait reconnu ses fautes, et le roi Salomon, ainsi que le chef du village d'Agatha, se montrèrent des avocats de grand talent. À la fin, les hommes arrivèrent à un accord parfait, et notre communauté s'apprêta à remplir les devoirs commandés par la situation présente. Que personne n'aille à la pêche demain, décréta le roi Salomon. Qu'aucune femme n'aille travailler au champ demain, ajouta-t-il. Demain, c'est jour de recueillement, nous penserons à nos frères morts en déportation. Et le lendemain fut jour du deuil. Les femmes pleurèrent sur la place du village. Elles pleurèrent en chantant des mélopées et en dansant sur des rythmes funéraires. Les hommes s'enfermèrent chez quelques-uns d'entre eux, à fumer la pipe, à boire du vin de palme et à chanter la mélopée de ceux qui ne reviennent pas au pays. Tu marches sans arrêt, tu ne reviens pas, ô mon frère, tu ne reviens pas. Tu t'en vas sans regarder derrière, et tu ne reviens pas, ô mon frère, je vois que tu ne reviens pas. Qui t'a menti en disant que c'est ainsi qu'il faut partir? Qui t'a donc appris à marcher ainsi? Quand l'homme marche, de temps en temps, il se retourne pour voir ceux qu'il a laissés derrière lui, ceux qui lui sont chers. Toi, tu marches sans cesse, tu ne te retournes pas. Qui t'a donc menti en disant que c'est ainsi qu'on quitte ses amis? Dis-moi, qui t'a donc menti en disant que c'est ainsi qu'on quitte ses frères? Le lendemain fut une journée calme. Des femmes continuaient à pleurer, mais peu à peu, les hommes s'étaient remis à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour l'instant, du reste, il s'agissait surtout de préparer la fête du retour des prisonniers. Elle aurait lieu le dimanche suivant. Nous avions 3 jours devant nous. 3 jours pendant lesquels je dus accomplir d'autres devoirs. En effet, vous vous rappelez dans quelles circonstances j'avais fini par épouser Agatha Moudio. Vous savez comment elle était venue d'elle-même s'installer chez moi, à un moment où je ne l'attendais plus d'ailleurs. C'est qu'Agatha était, comme elle disait elle-même, une fille libre. Mon père? Il ne s'occupe guère de moi, c'est ce qu'elle m'avait déclaré ce jour-là où, après avoir jeté une poignée de sel de cuisine au feu, elle avait profité de la pluie pour rester chez moi. Vous vous en souvenez? Et lorsqu'elle vint chez moi un autre soir, avec ses 2 lourdes valises et accompagnée par sa tante, elle se maria à la manière d'une fille tout à fait libre de ses mouvements et de ses actes. Pourtant, dès le retour de Moudio, et aussitôt qu'il apprit que sa fille était mariée, il s'empressa de venir me voir, pour me souhaiter un bon mariage avec sa fille, et me demander ce que je comptais faire à l'avenir. Cela voulait dire tout simplement que je devais envisager l'avenir avec un certain nombre de bouteilles et de cadeaux destinés à mon beau-père. Comment? Tu me prends ma fille, et je n'ai même pas bu une gorgée d'eau, me demanda Moudio. C'est ainsi que le jour même, j'achetai un pagne long et large, ainsi que 2 bouteilles d'eau d'Écosse, de la célèbre marque Johnny Walker. Le soir, j'appelai le roi Salomon, et ensemble, nous allâmes voir Moudio. Nous trouvâmes chez lui tout son village réuni, écoutant sa version de la détention. Mes frères, je ne vous souhaite pas d'aller jamais là-bas. Faites tout ce que vous voulez faire ici, mais si un jour le blanc vient vous demander si vous voulez aller à Mokolo, même si c'est pour devenir l'homme le plus riche de la terre, dites-lui, non, monsieur, moi, je ne veux pas aller là-bas. Si vous acceptez, mes frères, vous courez au-devant de votre mort. Moudio but une gorgée de gin, du gin bien transparent, que les gens de son village avaient acheté pour fêter son retour. Puis il continua. La route, pour aller dans ces régions du Nord, est déjà, à elle seule, un supplice. Vous ne vous rendez pas compte. Une route qui monte une colline, en serpentant sans cesse, et qui arrive au sommet, et qui vous permet alors de voir le chemin que vous avez parcouru. C'est à ce moment-là que vous constatez avec effroi que vous sortez des bras mémés de la mort. Tout le temps ainsi. Des falaises, des ravins. Et puis, vous arrivez à un fleuve, que l'hivernage a gonflé démesurément, et vous vous demandez comment vous allez jamais traverser sans être entraîné par le courant, si rapide que des béhuffes et des chevaux s'y noient et meurent. C'est la mer Rouge, dit quelqu'un, notre frère a vu la mer Rouge du temps du Pharaon. Non, frère, dit Moudio. Cette mer-là n'était pas rouge le moins du monde. On l'appelle la Bénoué. C'est elle qui va jusqu'en zone anglaise, et puis jusqu'à l'océan. Jusqu'à l'océan? Tu dis l'océan?
Là où nous allons à la pêche? Oui, le même océan. Mais alors, cela veut dire que tu n'étais pas très loin de chez nous. Mokolo n'était donc pas très loin. Je te parle de l'océan, mais je ne t'ai point dit que Mokolo se trouve par là. Et tu sais, si j'avais pu me jeter à l'eau et nager jusqu'à l'océan, je l'aurais certainement préféré au moment terrible que j'ai passé dans cette prison. Et puis, cette chaleur qui te serre la gorge. Ah, donnez-moi quelque chose à boire, que je me venge. Il reçut une autre rasade de gin, en but, et se mit à raconter l'histoire de cette prison maudite. Oh. Tout cela, dit-il, à cause d'un sorcier de chez ces gens-là. Et puis je reviens, et l'on m'apprend que c'est un de leurs fils qui m'a pris Agatha. La loi, viens ici. Il cria si fort que ceux des gens qui ne savaient pas que le roi Salomon et moi étions entrés parmi eux, en furent effrayés, pensant que Mudio était peut-être devenu fou. Nous nous avançâmes avec nos cadeaux, et ce fut le roi qui prit la parole pour offrir nos présents. Mon fils, dit le roi, mon fils n'a pas pris ta fille sans ta permission, comme s'il voulait ignorer que tu es le père d'Agatha. Il attendait seulement ton retour pour pouvoir te donner ce petit cadeau. Prends ce pagne, et ne te rappelle plus le mauvais temps que tu viens de passer. Et puis, voici un peu des eaux, pour étancher ta soif. Ne refuse pas. Refuser? Comment diable pouvait-il refuser? L'homme en chapeau haut de forme, qui marche allègrement en tenant sa longue canne, sur la bouteille à section carrée venue d'Écosse, qui donc pouvait refuser de l'accueillir chez soi. Mudio prit les 2 bouteilles de liqueur, en déboucha une tout de suite, et en répartit quelques gouttes sur le sol en disant « Liqueur, je ne t'ai pas revu depuis longtemps. Aussi, quand je te boirai, je ne veux pas que tu me donnes des maux de tête. » Et il s'en versa un plein verre, et les autres aussi vinrent avec leur verre, demander leur première ration de whisky. Je venais de gagner la partie. Je savais que désormais, personne dans ce village ne me refuserait d'être le mari d'Agatha. C'était curieux, d'ailleurs, la façon dont ils m'avaient tous laissé faire, sans protester le moins du monde, lorsque j'avais pris leur fille. C'est vrai qu'Agatha m'avait formellement interdit de recevoir qui que ce fût, qui viendrait de son village pour me demander un cadeau sous prétexte que j'avais épousé sa fille. Ils n'ont jamais rien fait pour moi, m'avait-elle dit, je pense donc que mon mariage ne les regarde pas, et qu'ils n'ont pas à en profiter. Et comme s'ils se reprochaient, à eux-mêmes, de n'avoir rien fait pour Agatha, ils s'étaient sagement tenus à l'écart. Personne ne vint me demander la bouteille traditionnelle. Bien entendu, les mauvaises langues de chez nous donnaient à cela une explication tendant davantage à me mettre en colère, qu'à faire voir combien les parents d'Agatha étaient honnêtes et peu opportunistes, venir demander la bouteille. Ils n'y pensent pas. Ils savent très bien que leur fille n'aurait sans doute jamais trouvé de mari si un homme de chez nous ne s'était pas présenté. C'est un service que la loi leur rend, en prenant cette fille perdue. Aussi, lorsqu'à Accent-Grave son retour, Mudio vint me demander une gorgée d'eau. Considérai-je sa démarche comme un véritable soulagement pour moi, plutôt que comme un devoir à accomplir. La preuve plutôt était faite à présent que je n'épousais pas une fille n'appartenant à personne, comme des gens l'avaient dit volontiers chez nous. J'étais heureux d'aller lui offrir les cadeaux que le roi Salomon et moi avions apportés. C'est vrai que mon beau-père alla plus loin que je ne l'avais prévu, car lui et ses gens m'obligèrent, en outre, à contribuer en argent à la préparation des festivités qui allaient avoir lieu pour saluer son retour au pays natal. Et lorsqu'ils surent que j'allais le faire, ces braves gens de Bonacamé se croisèrent les bras, en se disant que si ma contribution pouvait équivaloir à la dot que j'aurais dû normalement payer pour prendre Agatha, ils n'auraient plus besoin, quant à eux, de débourser un sou pour la fête à venir. Ceci est un détail qui me restera longtemps accroché au cœur, malgré la consigne du roi Salomon, selon laquelle les yeux ne devraient jamais regarder que du côté de la vie où se trouve l'avenir. L'avenir c'était, pour l'immédiat, l'enfant qu'Agatha se préparait à me donner, et à présent, plus personne n'en doutait, elle attendait réellement un enfant. Un jour, alors que je rangeais mes engins de pêche pour le départ prochain, Agatha me dit « Ne tarde pas trop à rentrer cette fois-ci. »« Quoi? Tu le sens déjà qui vient ?» demandai-je. « Je te dis qu'il faudra vite rentrer. Je veux que tu le voies dès qu'il sera là. » Je promis de rentrer le plus tôt possible, et je partis pour le large. Soleil splendide de l'été, mer tour à tour calme et agitée, horizon réel. Des jours qui naissent et meurent, mince fumée lointaine sortant du bateau gros comme un grain de sable, mouette sur le rivage ensoleillé, sable fin crissant sous les pieds nus, forêt de palétuviers verts sombres, huîtres énormes perdues dans la vase des marais, crocodiles fuyant au bruit des pagaies, épaves flottant sur le gris d'argent, énormes billes de bois assemblées, véritables soubassement de géantes cités lacustres, paquebots grossissant à vue d'œil, village de pêche sur les rivages sablonneux, poissons, poissons de nacre, poissons d'argent, poissons fumés couleur d'acajou, poissons séchés sur claie, labres, barbiers, espadons, poissons de toutes sortes,
veiller autour du feu après la dure journée et la mer rude, contes, chants, devinettes, proverbes, danses, rêves souriants à la belle étoile, nattes de raffia à même le sol, fraternité, solidarité, le ciel, la mer, les hommes, des hommes perdus dans une nature écrasante, des hommes simples vivant au rythme de la mer, sous l'œil vigilant de millions d'étoiles, des hommes pour Dieu et pour Satan, brassant leurs efforts pour la vie d'autres hommes, leurs semblables, leurs frères. C'est cela, la pêche en haute mer. J'irai de par le monde et chercherai en vain cette sorte d'hommes. Je suis heureux de savoir qu'ils sont chez moi, à 2 pas de ma porte, qu'ils me côtoient et me parlent du matin au soir, de leur cœur frais comme le vent du large par les soirs pourpres. Leur vie est un drame sans fin, entre la vague plus haute qu'une maison de plusieurs étages et l'incendie du village de pêche, quand la maladresse ou le vent mal tourné déclenche la catastrophe. Pourtant, chez eux, rien n'est épopée. La pagaie n'est pas une épée, la mélopée bourdonnée le long des flots calmes n'a pas l'accent du corps de légende, la pêche n'est pas un combat, mais une vie. Vie heureuse, combien devrais-je donner pour te retrouver? Je promis à Agatha que je rentrerais le plus tôt possible. Je tins ma promesse, et revins au village 3 semaines plus tard. Pendant mon absence, ma Médie ne vivait plus chez elle. Craignant que quelque chose n'arrivât pendant que j'étais au loin, elle s'installa chez Agatha en permanence. Je n'ai jamais vu plus grand dévouement de ma vie, disait Fanny, émue par la sollicitude de ma mère pour Agatha. Et ma Médie de répondre simplement, en souriant, « Ta vie n'est pas encore bien longue, ma fille, tu en verras d'autres avant de devenir comme moi. Mais le sort est comme il est. Je le lui pardonne, même quand je pense que c'est moi qui l'avais choisi pour m'en faire voir d'autres. » En effet, la veille de mon retour, l'enfant d'Agatha était venu au monde. « Il est beau, ton garçon », me dit une femme sur le rivage tandis que mes compagnons et moi amarrions notre pirogue dans les roseaux verts. « C'est un garçon ? » ?»« Oui, un beau garçon. Il est plus beau que toi, me répondit quelqu'un d'autre. Et il est tout blanc. » Alors, là, tous les gens qui étaient venus nous accueillir se mirent à rire, mais à rire d'une façon qui fit plus que m'intriguer. « Et alors, quoi ?» demanda mon cousin Ékéké. « Il est tout blanc, et vous vous mettez à rire. Qu'est-ce que cela peut-il bien avoir de drôle? La plupart des enfants ne naissent-ils pas tout blancs? » Je ne comprenais pas non plus tout ce que cela voulait dire, mais je savais que mon cousin avait raison. La plupart des enfants noirs naissent blancs et ne prennent la couleur locale que quelques jours après leur venue au monde. Que voulaient donc dire ces rires? Je courus au village et j'allai voir mon enfant. Il était là, couché dans une large cuvette en émail servant de berceau, parmi des langes inutiles par la chaleur qu'il faisait. Il était là, tout blanc, avec de longs cheveux défrisés. Agatha me regarda et baissa les yeux. Elle ne savait que dire, ma Médie non plus, Fanny non plus. Aucune d'entre elles n'avait attendu un enfant aussi blanc. Dans le village, on se perdait en conjectures à propos de l'enfant d'Agatha. Ainsi naissent beaucoup d'enfants noirs. Si blancs que cela? Jamais vu. Si, et puis, ils changent après quelques jours. Eh bien, nous verrons. Je vous donne un mois, si vous voulez. Un mois, dans un mois je saurai. Encore une fois, les événements me forcèrent ainsi à tourner mes yeux vers l'avenir. Mais quand donc vivrai-je le présent complet, pensai-je avec amertume. Vous comprendrez pourquoi cet enfant ni chair ni poisson, qui venait de naître, se mit à me faire réfléchir, quand je vous aurai dit la vérité, c'est que la couleur de ma propre peau approche des meilleures teintes d'ébène. De plus, avec mes cheveux crépus, mes lèvres épaisses et mon nez à la base plutôt généreuse, je suis sûr que le nouveau petit Larousse, d'autrefois n'eût pas hésité un seul instant à me prendre pour modèle de la race noire. Quant à Agatha Moudio, très jolie comme vous le savez, elle était, elle aussi, toute noire, des pieds à la tête. Décidément, c'était bien étrange, cette histoire. Ce fut alors que la mère Mauvergard, elle aussi, mit son grain de sel, et croyez-moi, il était gros. Peut-être, dit-elle, peut-être cet enfant-là aura-t-il un jour une bouche tout en or, comme son père. Je me précipitai devant une glace en entendant cela, et présentai mes dents, 2 rangées d'ivoire d'une propreté et d'une blancheur irréprochable. Alors, n'y comprenant toujours rien, je courus chez la mère Mauvergard et la pressai de questions. Mais elle refusa de me donner de plus amples explications. « Tu verras, toi-même, mon enfant, tu verras », se contenta-t-elle de dire. Puis après une pause, la mère regarde, elle voit tout, c'est moi qui te le dis, tout. Il ne me restait donc plus qu'à attendre les 10 ou 15 jours au bout desquels le fils d'Agatha devait prendre sa couleur définitive. Je fus plus large, je gardai bon espoir un mois entier après la naissance du petit garçon, mais son teint chocolat au lait ne changea guère, ou si peu, que c'était à peine perceptible. Alors,
la mère Mauvergard se décida enfin à parler. Je la voyais, ta femme, quand le blanc grand et fort et avec des dents en or venait la chercher, la nuit, lorsque tu étais absent. Il venait à bicyclette, afin de n'attirer l'attention de personne. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais, fils, que voulais-tu que je dise alors? Tout le monde ne serait-il pas parti à parler de ma mauvaise langue? Aussi avais-je refusé de révéler ce que je voyais. Un jour, ta femme est rentrée très tard, au petit matin, et j'ai encore vu le blanc sur sa bicyclette. Il était venu la raccompagner. Ne cherche pas, et n'essaie pas de t'y tromper. L'enfant d'Agatha, ce n'est pas le tien, fils. Je m'en allais, la tête lourde, répéter au roi Salomon ce que je venais d'apprendre. Que faire? Lui demandai-je. Le roi lui-même n'était pas moins embarrassé que moi. Mais sa proverbiale sagesse l'aidait à se tirer d'affaire n'importe où et n'importe quand. Que faire? Répéta-t-il. En somme, que veux-tu faire d'un enfant naturel? C'est bien le sens de ta question, n'est-ce pas? Et tu veux m'obliger à te répondre, moi? Dis, avoue que tu sais mieux que moi ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le premier enfant, sans père, qui te vienne au monde, que je sache. Que as-tu donc fait du premier? Mais, roi, ce n'est pas la même chose. Quoi? Ce n'est pas la même chose? Dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas la même chose? L'enfant. Ou bien la façon de le faire. Je restai muet. Allons, fils, remets-toi, poursuivit le roi. Et puis, regarde donc les choses en face. Tu n'as pas le droit de te laisser abattre ainsi, toi, la loi le plus fort des jeunes gens de chez nous. Et puis, tu sais, qu'il vienne du ciel ou de l'enfer, un enfant, c'est toujours un enfant. Ainsi parla le roi Salomon. C'est vrai. Les enfants, qu'ils viennent du péché de l'enfer, ou qu'ils sortent des meilleurs moules du ciel, se ressemblent tous. Ils descendent tous du même arbre de vie, celui-là dont les branches ressemblent à la nullité des races, et les feuilles aux 1000 caractères des hommes. Plus tard, ils deviendront des hommes et des femmes qui s'aiment ou se haïssent, souvent sans raison, mettant la même ardeur à distinguer les défauts de l'épiderme et à fabriquer des classes de parias, qu'à tenter de décrocher les fruits de la terre. Ils viennent au monde, tous, gracieux et beaux, parlant le même langage muet de la paix et de l'amitié. Plus tard, hélas, plus tard, ils parleront celui combien plus bruyant et sot de la raison insensée qui fait la guerre et le racisme. Mais vive le présent resplendissant des anges noirs ou blancs ou jaunes ou rouges qui, tous de la même façon, abordent en souriant les plages mouvantes de l'existence et chantent de la même innocente soif le lait maternel des premiers matins de la vie. Qu'ils deviennent plus tard ce qu'ils seront, tant pis s'ils ne deviennent pas de vrais hommes, ils auront du moins été des enfants. Aujourd'hui, le fils d'Agatha a grandi. Je ne l'ai pas refusé, malgré le terrible cas de conscience qu'il me posa quelque temps après sa naissance. Bien entendu, avec un physique comme le sien, il a tout l'air d'un enfant venu de loin. Parfois, je le regarde jouer sur la place du village avec des petits garçons de son âge. Parmi eux, il me fait singulièrement penser à la célèbre maison de l'oncle Gros-Cœur, coquettement dressée parmi les modestes habitations de raffia de notre village. Ce n'est pas une comparaison à faire. M'a grondé le roi Salomon le jour où il a entendu ma réflexion. Il a raison. Tout compte fait, le fils d'Agatha attend de moi, non le ricanement méchant et idiot de l'homme trompé par le sort, mais le conseil paternel qui rendra heureuse l'étrange aventure de sa vie d'homme. Et depuis que je l'ai compris, j'ai le sourire mélancolique qui me venait autrefois, de longs mois encore après la naissance de l'enfant, lorsque je me rappelais les prédictions de ma Médie. Mon fils, me répétait-elle, c'est moi qui te le dis, cette femme-là, elle t'en fera voir de toutes les couleurs.